En Algérie, la police a empêché les étudiants de manifester à Alger, comme ils le font chaque mardi, une première depuis le début en février du mouvement inédit de contestation. L'un des deux candidats au second tour de la présidentielle en Tunisie, Nabil Karoui, actuellement incarcéré, a déposé ce mardi un recours en justice. Il demande le report de ce scrutin, prévu le 13 octobre. Enfin, au Venezuela, le président Nicolas Maduro s'est moqué de son homologue équatorien. Ce dernier a accusé le président vénézuélien d'avoir activé un plan de déstabilisation dans son pays. Manifestants et policiers se sont opposés lors d'échauffourées après que la police ait empêché les étudiants de manifester à Alger comme ils le font chaque mardi. Un premier barrage de policiers en tenue anti-émeute a barré le passage aux étudiants, rejoints par des citoyens qui se dirigeaient vers la Grande Poste, bâtiment emblématique et lieu de rassemblement traditionnel du Irak, le mouvement de contestation né le 22 février. Les étudiants ont contourné le dispositif et se sont regroupés à nouveau à plusieurs reprises dans des rues proches de la Grande Poste où un important déploiement policier a empêché le cortège de progresser avant de le disperser définitivement. Au moins 13 étudiants et un citoyen ont été arrêtés selon une première liste apparemment non exhaustive publiée par le Comité national pour la libération des détenus, association qui milite pour la libération des personnes arrêtées dans le cadre du Irak. Cette première obstruction policière à une marche du Irak intervient dans un contexte de vagues d'arrestations de journalistes, militants et figures de la contestation opposés à la présidentielle que le régime a convoqué pour le 12 décembre pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier a été poussé à la démission par la rue en avril après 20 ans à la tête du pays. Je suis venu aujourd'hui parce que les élections sont inacceptables pour le peuple. Nous ne sommes pas contre l'idée d'élection, mais nous sommes contre des élections en présence du Premier ministre Noureddine Bedoui et du président intérimaire Abdelkader Ben Salah. Nous condamnons ces élections et arrestations. Est-ce qu'il est concevable de participer à ces élections alors qu'il continue à arrêter des gens? Il n'y a pas d'élection en présence de ce gang, et tant que le Premier ministre Noureddine Bedoui est encore au pouvoir. Nous sommes contre les élections parce que nous refusons leur organisation, alors qu'il n'y a eu aucun changement constaté en Algérie. Nous avons été dans la même situation depuis que nous avons commencé à manifester en février et le gang se renouvelle avec sa composition. Nous refusons complètement ça. Le chef de l'armée Ahmed Gaïd Salah est engagé dans des dictatures illégales. Quant à l'armée nationale, c'est notre armée et personne ne l'aime plus que nous. Nous n'avons jamais rien fait contre l'armée et l'institution militaire. Alors que la Tunisie attend toujours les résultats complets officiels des législatives de dimanche qui doivent être dévoilés ce mercredi, le candidat à la présidentielle Nabil Karoui, arrivé second au premier tour, a réclamé un report du second tour prévu dimanche prochain. Ses avocats ont déposé un recours ce mardi matin auprès du tribunal administratif de Tunis. Toujours en détention pour des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, Nabil Karoui, qui ne pourra pas faire campagne, a invoqué une rupture de l'égalité des chances. Les observateurs déployés par l'Union européenne ont d'ailleurs noté ce mardi une campagne du silence car son adversaire Kaïs Saïed annonçait le week-end écoulé qu'il refusait de battre campagne au nom justement de l'égalité des chances. Cette absence de légalité a aussi été dénoncée ces derniers jours par le patron de l'instance en charge de l'élection et par le président de la République. Le tribunal administratif confirme avoir reçu le recours, mais ne dit pas en revanche dans quel délai il sera traité. En cas de défaite, les avocats de l'homme d'affaires sont prêts à déposer des recours pour contester une élection dont l'un des finalistes est emprisonné depuis 1 mois et demi. Par ailleurs, le bureau politique de Kald Tounes, le parti fondé par Nabil Karoui, doit normalement se réunir ce mercredi après l'annonce officielle des résultats
des élections législatives. Selon Abdelaziz Belkouja, il s'agira d'affiner la stratégie du candidat. La dynamique des peuples autochtones et le réseau des peuples autochtones et locaux pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de la RDC se sont réunis lundi 7 octobre pour faire le point sur la situation actuelle. La réunion a connu la participation d'une centaine de participants, parmi lesquels les représentants des peuples autochtones de Kinshasa. Cette minorité veut valoriser ses langues et ses cultures parmi les peuples du Congo. Souvent appelés pygmées, ces peuples se sont rendus compte qu'ils sont en train de perdre à petit feu leur place dans la communauté des peuples congolais. Et ce, à cause du manque de considération dont ils font l'objet sur le plan social et politique. La démocratie, c'est l'exercice de la souveraineté. Nous ne sommes pas des souverains. Dans un pays qui est souverain, les autres sont des souverains et les autres ne le sont pas. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose en tant qu'intellectuel? Non, les choses doivent changer parce qu'il y a des experts pygmées aujourd'hui reconnus par l'État et nous avons des structures au niveau international, régional et au niveau national. Nous sommes organisés, on doit nous reconnaître. Nous avons besoin de contribuer dans ce pays. Moi, j'ai vu, il y a des ministres que nous avons aidés même à élaborer des documents. Mais pourquoi un pygmée ne peut pas être ministre? Qu'est-ce que les autochtones attendent vis-à-vis de l'aménagement du territoire? Qu'est-ce qu'ils attendent vis-à-vis de la réforme foncière? En fait, de donner aux autorités une masse d'informations qui les permettront effectivement de prendre des décisions utiles, mais aussi des mesures législatives qui s'y imposent. La pauvreté, la discrimination, les conflits armés, le non-respect des droits humains sont parmi les maux qui rendent difficile la vie à cette catégorie de population. La République démocratique du Congo est le seul pays au monde qui ne consacre pas un quota aux peuples autochtones sur le plan politique. Le Burundi, le Rwanda, le Congo-Brazzaville, la Nouvelle-Zélande et l'Amérique latine sont cités en bel exemple à suivre. Les fondations Mérieux et Prassène ont affrété un Antonov 124 qui transportera jusqu'à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, 2 laboratoires conteneurs prêts à l'emploi, un type P3 et l'autre de type P2, et un laboratoire mobile installé dans un véhicule 4x4 ainsi qu'un conteneur frigorifique. C'est un enjeu de santé publique, rappelé devant la presse le fondateur du groupe pharmaceutique Biomérieux, Alain Mérieux, qui dit avoir répondu à une demande officielle de la République démocratique du Congo par la personne du professeur Mwembe en charge de la lutte contre Ebola. Ce laboratoire va permettre sur place un centre de diagnostic pour diagnostiquer l'Ebola, éventuellement suivre l'évolution de la pathologie des malades et puis également donner une sécurité biologique beaucoup plus grande puisqu'actuellement il y a un peu n'importe quoi qui se fait. Et ils le savent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé d'essayer d'apporter une sécurité biologique plus grande sur place. Et puis, la RDC est un pays immense. Le seul P3, il est à Kinshasa. Donc, vous voyez un peu la distance. Alors, le prélèvement, c'est justement un des facteurs limitants. C'est très compliqué de prélever des patients atteints de la maladie virus Ebola puisqu'il faut 3 paires de gants. Donc c'est compliqué. Et donc tout dépend en fait du nombre de patients qui sont dans les centres de traitement ou en tout cas qui sont en zone de triage. À l'heure actuelle, donc, le diagnostic est fait avec des petits automates, donc des petites machines qui nécessitent d'ouvrir le tube pour pouvoir prendre la prise d'essai et mettre dans la machine. Et donc on est obligé d'ouvrir le tube à l'air libre et ça représente un gros danger. Alors on essaie de faire ça sous des tentes, sous des choses qui sont un petit peu mieux, mais ça reste vraiment le minimum requis pour faire ce type d'opération. Donc l'objectif, c'est d'avoir une vraie installation qui permette de faire de manière très très sécurisée. Ces laboratoires conteneurs peuvent diagnostiquer entre 180 et 200 prélèvements par jour. Fin septembre, la République démocratique du Congo, minée par des conflits notamment à l'est du pays, comptait plus de 2100 décès au total depuis la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola le 1er août 2018.
Face à une contestation de plus en plus violente de la mouvance pro-démocratie, les autorités de la région semi-autonome du sud de la Chine semblent dépassées. Depuis 4 mois, Hong Kong est le théâtre de manifestations et d'actions quasi quotidiennes qui ont encore dégénéré ces derniers jours en des affrontements entre policiers et radicaux. La récente flambée de violence a suivi la décision annoncée vendredi par Carrie Lam d'invoquer une vieille loi d'urgence remontant à l'époque coloniale pour interdire le port du masque lors des manifestations. La chef de l'exécutif, une des cibles de la colère des manifestants, a estimé que son gouvernement était capable de régler cette crise. Mais elle a ajouté qu'elle pourrait appeler Pékin à la rescousse si la situation dérapait encore. Elle s'est refusée à réagir sur la suggestion du député pro-Pékin qui a avancé que le gouvernement pourrait limiter l'accès à Internet pour mieux lutter contre la capacité d'organisation des manifestants. La contestation a démarré en juin contre un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale. Le texte a été abandonné depuis septembre, mais trop tard aux yeux des manifestants qui avaient entre-temps considérablement élargi leurs revendications. Ils demandent notamment une amnistie pour les milliers de manifestants arrêtés, une enquête sur le comportement violent de la police ou encore l'avènement d'un véritable suffrage universel. La verdad, ayer salió el presidente Lenín Moreno. Le président Lénine Moreno est sorti pour dire que ce qui se passe là-bas en Équateur est de ma faute, que je déplace ma moustache et que les gouvernements tombent. C'est ce que dit Lénine Moreno. Je pense au gouvernement que je peux renverser. Yo estoy pensando que el próximo gobierno puedo tumbar. Ayer yo vi a Lenín Moreno. J'ai vu Lénine Moreno hors de la réalité, hors de propos, entouré de conseillers qui disent « Vous êtes très beau, président, vous allez très bien, allez-y, vous êtes un président courageux ». Courageux en enlevant les avantages et les droits sociaux d'un peuple, courageux en trahissant le peuple, courageux en se rendant au Fonds monétaire international. Si vous, monsieur Lénine Moreno, voulez voir la réalité, rappelez-vous ce paquet économique et le dialogue avec le peuple équatorien.